La plateforme Vérité est indignée face à la décision prise par le CEP d'écarter son candidat à la présidence, Jacky Lumarque, de la course électorale pour absence de décharge. La plateforme précise qu'au moment de son inscription, le 18 mai dernier, M. Lumarque avait soumis toutes les pièces requises par le décret électoral, y compris le certificat de décharge. Alors que la liste des candidats grillés pour les prochaines présidentielles diminue, le rang des frustrés grossit. La plateforme Vérité passe de l'autre côté de la barrière et se dresse en face du conseil électoral qui a écarté son candidat Jacky Lumarque. Selon le responsable juridique de la plateforme, chaque conseiller électoral individuellement a été sommé de revenir sur cette décision au risque de se retrouver face à une vague de contestation dans les jours à venir. Gordini Jean-Philippe presse le conseil à agir vite. Également, le CEP pense que nous-mêmes, que la loi pas mis de garde-fous. Nous prenons tout ça pour nous faire si même CEP n'a pas retourné amiablement, je nous fais là sur ce marché. Si on va faire n'a pris telle mesure que de droit. La décision du CEP d'évincer à la dernière minute le recteur de l'université Quisqueya de la course électorale est qualifiée d'illégale par Gordini Jean-Philippe. Selon les explications de l'avocat, Jacky Lumarque n'avait pas besoin de décharge pour avoir été membre de 2 commissions par le passé. La démarche du candidat qui avait écrit à la Cour des comptes visait simplement à fournir une confirmation à ceux qui l'ont contesté. M. Jacky Lumarque, candidat à la présidence, connaît qu'il n'a pas besoin de décharge. Il a besoin d'une seule décharge pour l'être directeur de l'Institut national de formation professionnelle. Décharge ça, il était déposé dans le dossier depuis qu'il l'avait inscrit. Le responsable juridique de la plateforme Vérité va plus loin pour condamner le CEP qui aurait outrepassé ses pouvoirs. De l'avis de Gordini Jean-Philippe, le Conseil n'avait aucun droit de revenir sur une décision de justice prononcée par le BCEN. L'avocat se dit inquiet pour la suite du processus. Le CEP passé par administratif, il passé outre ses compétences pour y rentrer en décision juridictionnelle. C'est la première fois que nous tendons ça dans le niveau juridique. C'est comme nous avons dit que la Cour de cassation rend arrêt au nom de la République et puis le président de la République en Conseil des ministres crasé. Notons que Jacky Lumarque a été écarté à la fin de la semaine dernière par le CEP pour défaut de décharge après que des partis politiques aient adressé une correspondance au Conseil en ce sens. Suite à la première décision du Conseil de maintenir M. Lumarque dans la course, les partis signataires accusaient l'ancien président René Préval, leader de la plateforme Vérité, de manipuler certains conseillers électoraux. Même son de cloche du côté de Levelt, François. Le candidat écarté a dénoncé le caractère illégal de son éviction. Il a déclaré ne jamais avoir eu de démêlé avec la justice américaine, contrairement aux informations faisant croire qu'il avait été condamné aux États-Unis. Moi-même, je dis jusqu'ici, puisque je peux recevoir un document officiel qui dit son décision est vraiment vraie, je dis son rumeur. Il passé imbattable pour y aller chercher une information qu'il faut. Pour le conseil là, alors que le conseil là, lui-même, il connaît toute procédure fermée. Côté pour te présenter une évidence qui est compétente, qui c'est BCEDA, BCEN, tout fermé déjà. Tout ça qui vient après, c'est des oui-dire, des rumeurs, des allégations. Alors que pour y baser son base allégations, rumeurs pour prendre une décision. Au prend dans le tribunal, côté où dit la défaite là. Au prend un jugement qui est certifié, signé par un juge côté de sortie. On va passer dans le département d'État. Et puis on va venir présenter dans le BCEDA, on va contester. On va attendre tout ça au fin fait pour aller prendre un bagage sur Internet parce qu'on peur, si on a un coup, on va perdu, pour aller relayer même si c'est imbattable, pour faire un bagage comme ça. Aux États-Unis, il n'y a pas même avec ici. Je ne vais pas raconter combien de fois, il y a été dépassé, on me viré mal dans une rue, ou un bagage comme ça. C'est sûr qu'il y a un bagage ça. Mais cette question, des bagages, ça n'a pas parlé à, non, aucune idée. Le porte-parole du Conseil électoral, Franz Bernardin, lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, a annoncé la poursuite des opérations devant conduire aux élections et la validation des maquettes de bulletins de vote par les candidats aux législatives. Plus de 6000 kits seront bientôt livrés au CEP. Une délégation du Conseil électoral provisoire se trouve actuellement en visite de prospection à Dubaï. Notre objectif, c'est pour capable au moins vérifier capacité. On compagnie qui est pour préparer bulletin. C'est une visite de prospection que lié là-dedans, il y a 2 conseillers, il y a un directeur électoral là, c'est une délégation ça calé à Dubaï. Nous avons un kit opérationnel, nous avons un kit qui a entré tout à partir de demain
des kits de 2 catégories, a bien 1800 kits de formation et 4865 kits opérationnels là-dedans. Première cargaison a entré demain, 23 juin, à 7h15 PM, bien entendu. Deuxième, c'est le 27. Troisième, c'est le 29, toujours dans l'après-midi. Le processus là va avancer sérieusement, surtout au niveau des BCEC, avec contestation. Et BCEC, même lorsque des cas de contestation qui fait appel, vini, à partir de là, BCEC peut l'entrer en fonction pour être capable au moins évaluer différents cas qui présentent à lui-même pour capable gagner une décision finale. L'ancien directeur des affaires juridiques du CEP, Anthony Chérubin, s'interroge sur les dernières décisions prises par le Conseil électoral qui a écarté certains candidats à la présidence après la publication de la liste définitive. Selon lui, le Conseil est en train de donner le signal d'une institution qui se bat pour rester en vie. Et fort de ce constat, le juriste met en doute la capacité du CEP à organiser des élections libres et inclusives. Après avoir dénoncé le parti pris qui caractérise, selon lui, certaines actions posées par les membres de l'organisme électoral, Anthony Chérubin a appelé ses anciens collègues à corriger ces erreurs pour que les prochaines joutes puissent véritablement avoir lieu cette année. Je crois que le Conseil est en train de lâcher du lest. Il prend des mesures pour pouvoir rester en selle. Pourquoi c'est maintenant qu'on doit se rendre compte que tel candidat n'avait pas satisfait à tel prérequis? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut écarter? Suite à la pression de certains secteurs. Et si ce secteur n'avait pas exercé cette pression, qu'en serait-il advenu de ces gens qu'on a maintenant écartés? Serait passé comme une lettre à la poste? N'est-ce pas vrai? Cette analyse de technicien, est-ce que c'est seulement maintenant qu'on se rend compte? Et je me demande que si d'autres font la même pression, aussi violente, des menaces, et s'il ne va pas y avoir d'autres on va encore continuer à lâcher de l'Est. Ah oui. Donc ceci dit... c'est simple opinion de citoyen. Moi-même, je souhaite ardemment que les élections aient lieu. Parce que s'il n'est pas la fête, c'est une catastrophe pour le pays. Et je parle en citoyen et patriote. Et nous avons souhaité que toutes les mesures soient prises à tous les niveaux, redresser la barre, et puis arrêter les chicanes. Plus de 200 000 élèves participent depuis ce lundi aux examens de 9e année fondamentale. Le département de l'Ouest détient l'effectif le plus élevé avec 101 509 candidats, suivi de l'Artibonite et du Nord. Le pourcentage le plus faible vient du département d'Enip et ces épreuves prendront fin le 24 juin. Les assises criminelles avec assistance de jury débuteront le 13 juillet prochain au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 15 dossiers seront examinés durant ces assises, a annoncé le citoyen AI du tribunal Bernard Saint-Ville lors d'une interview accordée à Radio Métropole. En principe, la loi dit chaque année, il faut qu'on ait au moins 2 sessions assises criminelles avec assistance du jury. Je crois ça qu'avec assistance du jury, c'est pour les crimes de sang, meurtre, assassinat, parricide, infanticide. Nous avons déjà fixé date là. C'est 2e lundi mois de juillet. Ça veut dire c'est 13 juillet. Assise criminelle avec assistance du jury a dû commencer ici là dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Nous avons adressé correspondance. Nous espérons pas bien contrariété. Ça veut dire 13 juillet nous avons commencé l'assise criminelle là, nous prévoit. Nous avons une session sans assistance du jury qui commence là depuis plus que 2 semaines. Ça veut dire chaque jour il y a au moins 2 audiences criminelles sans assistance du jury. Code de la salle d'eau, au moins il faut qu'on ait 2 sessions assises criminelles avec assistance du jury par année. Mais parallèlement, audience criminelle sans assistance du jury, considérées comme des audiences ordinaires, ça veut dire c'est fonctionnement régulier du tribunal là, capable de fixer, même si on fixe une audience correctionnelle. Criminel sans assistance du jury, le doyen n'est pas obligé de rendre ordonnance tant qu'on le fait pour assise criminelle avec assistance du jury pour le fixer. Sans assistance du jury, à son siège normal, ça veut dire depuis qu'il y a un dossier criminel sans assistance du jury, il est capable de fixer dans une audience correctionnelle. Et même l'assise criminelle là, comme décret 22 autres là, c'est dernier vendredi mois de juillet pour vacances judiciaires là, il a commencé.
Mais la loi tout dit tout, il faut gagner des chambres qui continuent à attendre dossier monde qui sont en prison. Avec des gens qui sont en prison, il faut attendre tout le temps. Criminel avec jury, audience civile, depuis dernier vendredi, mois de juillet, arrivé tout campé. Mais les gens qui sont en prison, le tribunal n'a pas en vacances pour eux. C'est ça qui fait nous établir un roulement. La loi permet de établir un roulement pendant les vacances pour capable d'évacuer l'autre dossier. Les gens qui sont en prison, il faut toujours attendre. Dans l'actualité culturelle, après 27 ans de fermeture, le ciné-théâtre Triomphe est de nouveau opérationnel. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Ce haut lieu vivant et symbolique de la culture et des arts de la scène est transformé en un complexe multifonctionnel d'une superficie de 2200 mètres carrés sur 2 niveaux avec sous-sol et parking. Un spectacle de grande envergure a marqué cette réouverture avec la participation d'artistes venus d'horizons divers, revisitant les grands thèmes de notre musique traditionnelle. Le président Martelly, accompagné de la première dame, ainsi que les hauts dignitaires du gouvernement, ont assisté à cette grande première. Cette place accueillante et prestigieuse, maintenant ouverte au public, est rénovée selon les règles de la modernité. Il dispose de 2 grandes salles et d'un centre de convention, chaque espace ayant des tâches spécifiques. La plus grande salle, baptisée Luman Casimir, peut contenir 454 personnes avec une structure répondant aux normes internationales. La deuxième salle, aménagée pour 316 personnes, affectée aux projections et pouvant donner lieu à diverses planifications en fonction des besoins, est équipée comme la première d'un écran géant. Elle peut se prêter à différents spectacles, cinéma, théâtre, danse, et recevoir des concerts animés par plus de 60 musiciens. La troisième salle, enfin, qui peut accommoder finalement 600 personnes, est un centre de convention préposé aux conférences, aux réunions et à d'autres manifestations. Et agrémentant cet ensemble, un restaurant est situé au 2e étage avec possibilité de 82 places assises où artistes, spectateurs et autres visiteurs pourront s'offrir d'agréables distractions. Le mot d'ordre est simple. À l'ouverture du rideau, nous entonnons le refrain du vivre ensemble dans la quête irréversible de l'édification d'une nation haïtienne unie, solidaire, fière et digne, parce que, à la vérité, nous toutes, c'est Haïti.